allons donc parler du chapitre de Nanatsu no Taizai, alias Seven Deadly Sins. Un chapitre en fait qui s'est lu assez rapidement pour ma part, mais qui pose en fait les bases de cette nouvelle partie de l'histoire. Alors, on a donc avec ces chapitres justement une ellipse qui est de un mois seulement. Bon, en général les ellipses dans les mangas c'est toujours 1 an, 2 ans, 3 ans en général, ça permet de donner en tout cas une période assez longue pour l'auteur que pour justifier des changements assez radicaux, mais soit. Donc du coup, je dis juste ça, mais les ellipses c'est toujours une composante assez classique dans les mangas. Maintenant, actuellement, avant ça l'était pas forcément, mais c'est de plus en plus utilisé dans certains shonen parce que c'est justement une sorte de roulement de dés supplémentaire pour l'auteur pour justement justifier donc des changements, alors que peut-être trouve-t-il son histoire allant dans une direction un peu trop linéaire et faire une ellipse, ça permet d'aller un peu dans tous les sens et faire un peu n'importe quoi et surtout changer un peu les règles du jeu. Et c'est ce qu'on voit ici. Puisque dans ce chapitre, nous avons clairement une indication que le rôle de main character, le rôle de lead, le rôle de personnage qu'on va suivre, soi-disant principal, ne sera plus Meliodas pour le moment, mais sera donc le roi Arthur. Bon, il faut dire déjà que le Nanatsu no Taizai s'inscrit dans une histoire, dans un monde de l'épopée arthurienne, si je peux dire épopée. Bon, disons plutôt dans un monde de l'univers arthurien. Hein, vous savez, le conte du roi Arthur avec les chevaliers à table ronde, etc. Donc clairement, s'il fallait bien un remplaçant à Meliodas pour l'instant, bah, c'est clairement justement Arthur. Surtout que pour le moment c'est vrai qu'il a été un peu mis sur le côté, sachant qu'il a un potentiel enfoui qu'on ne connaît pas encore, c'est le futur roi de l'histoire, il est l'axe principal des anciennes légendes, donc c'est clairement lui qu'on aurait pu mettre en avant. Et c'est ça qui se passe, surtout que c'est un personnage qui est voué, comme je l'ai dit, à être grand, à être immense, à être puissant. Donc c'est un peu normal que justement l'auteur lui donne peut-être maintenant un espace qui lui permet de se développer un peu plus. Donc concernant aussi pour Meliodas, avant de toute chose, c'est vrai que on nous l'a présenté comme étant mort. Il s'est passé un mois, clairement il est pas vivant, il n'a pas survécu. Ceux qui disaient qu'Elisabeth allait le ressusciter, évidemment il faut que vous revoyiez un peu les épisodes, parce que justement elle ne peut pas ressusciter les morts. Et ne me dites pas, et j'ai lu ça, hein, c'est pour ça que je le mentionne, parce que beaucoup me l'avaient dit en privé, genre mais t'as oublié de dire ça. Mais Hawke n'a pas été ressuscité par Elisabeth. Hawke, en étant touché par l'attaque de Hendrickson Grey Demon, dans le combat là, bah, c'était pas grâce à Elisabeth, c'est parce que Hawke a un pouvoir qu'on ne connaît pas encore, mais qui lui permet en fait de renaître visiblement, tu vois, de renaître de ses cendres comme un phénix. Donc ça, c'est pas par rapport à Elisabeth. Donc du coup, Meliodas, pour l'instant, mort. Qu'en est-il de son cadavre? Est-ce que c'est comme les faits, genre le corps ne pourrit pas mais reste intact? Donc du coup, ils ont juste enlevé les épées ou quoi? Je sais pas trop. D'ailleurs, par rapport à ces épées, j'ai fait une découverte plus ou moins intéressante, mais justement, ces épées en fait correspondent à ceci. Dans le film La Malédiction, ou également appelé The Omen en anglais, apparaît donc 7 dagues sacrées qui sont censées être capables de tuer l'Antéchrist. L'Antéchrist donc étant le fils du diable, le fils de Satan quoi. Et justement, les lames qui ont été ici employées dans le manga Seven Deadly Sins pour tuer Meliodas, donc par Estarossa, eh bien, sont des armes qui me rappellent beaucoup celles qu'on voit ici en image, et qui donc peut-être sous-entendraient que Meliodas est aussi l'Antéchrist, donc le fils de Satan, le fils du diable. Parce que dans le manga, il n'a jamais vraiment été clairement établi que Meliodas est le fils du roi des démons, hein, même s'il a été sous-entendu que celui-ci est le plus proche de pouvoir prétendre au trône du roi des démons, il n'a jamais vraiment été dit que celui-ci était le fils, tu vois, même s'il y a de grandes chances et que c'est pratiquement sûr que c'est le cas. Mais voilà, je trouvais ça amusant, peut-être que Nakaba Sensei s'est en quelque sorte basé sur le film La Malédiction, hein, voilà, un film d'ailleurs que je vous recommande beaucoup et qui est aussi en réalité un bouquin. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez donc de cette idée-là. Voilà, c'est pas une idée que j'ai inventée, bien entendu. C'est une idée que j'ai vue sur Tumblr vite fait. Je voulais la partager donc avec vous. Voilà, je trouvais ça intéressant justement de le mentionner parce que c'est toujours un élément, je dirais, très intéressant à connaître. Quoi qu'il en soit, donc ensuite on voit donc l'état des choses dans le royaume justement de Britannia. On voit les démons donc ayant pris les choses en main. On voit les humains justement se retourner carrément contre les chevaliers sacrés et ils font justement office d'offrande maintenant pour calmer un peu les démons. Genre, tu vois, les humains c'est des lâches et pour apaiser un peu les démons, bah ils leur offrent des âmes puissantes, hein, les chevaliers sacrés qui ont une âme puissante. Du coup, ils les chassent et se retournent carrément contre eux, ce qui est assez glauque en fin de compte quand on y repense, mais tout de même logique. On pourrait les insulter et dire ce qu'on veut, mais les humains là prennent une décision normale, ils sont faibles, ils se soumettent un peu à leur envahisseur. Donc soit ils retournent contre eux, ou ils les chassent, ou ils s'en foutent quoi, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant parce que l'un des villageois qui poursuivait les deux chevaliers sacrés qu'on a vu dans ce chapitre, l'un possédait l'œil de Balor. Est-ce que l'œil de Balor c'est un putain de truc qu'on vend comme ça dans le marché du coin, tu vois? C'est censé être une relique super puissante visiblement ou très intéressante à posséder, mais je me doute bien qu'on ne vend pas forcément ce truc là, je sais pas, comme si on vendait un porte-clés, tu vois. Mais bon, c'est peut-être le cas, j'en sais rien du tout, genre ah bonjour, des œufs de Balor, des œils de Balor, crédit, solde pour 2 œils de Balor au prix d'un. Non, sérieusement, forcément, on n'a pas un truc comme ça. Donc, à mon avis, peut-être les démons l'ont-ils distribué justement aux humains pour leur permettre de trouver des âmes puissantes pour les satisfaire. C'est tout bénéf pour eux. Et justement, le fait qu'on ait une chasse comme ça des âmes puissantes permet aux démons, donc aux 10 commandements, de retrouver leur force d'antan. Parce que c'est vrai que quand ils sont sortis de leur sceau, de leur prison, eh bien, ils avaient effectivement leur force de combat physique, on va dire, et au niveau de l'esprit, tel qu'ils avaient avant, mais le fait est qu'ils avaient perdu toute leur puissance magique.
hein, le fait d'avoir été enfermés les a privés de leur puissance magique pendant trop longtemps, et de ce fait là ils ont dû justement se réapprovisionner en âme humaine pour recharger un peu leur batterie, tu vois. Donc c'est un peu normal que pour qu'on ait un combat genre équitable, qu'on soit pas là en train de dire ouais mais les 10 commandements ils étaient pas full power, c'est pas juste, c'est de la merde. Non, là maintenant on a justement le fait que les 10 commandements voilà, sont prêts, sont on va dire de nouveau requinqués complètement. Ça permettrait d'avoir un combat vraiment à la hauteur de ce qu'on pourrait s'attendre de la part justement des 10 commandements contre donc les Seven Deadly Sins qu'on aura j'imagine plus tard. Bon, donc par-ci par-là, on voit que les humains, comme je l'ai dit, se retournent contre les chevaliers sacrés. Entre-temps, on a donc Dreyfus qui revient, voilà, c'était le petit passage. Les démons gris donc sont équipés d'ailleurs maintenant d'armure, parce qu'il y a les démons gris, donc c'est-à-dire ceux qui ont une tête avec un truc de soleil comme ça presque autour de leur tête. Le démon donc que Hendrickson s'est injecté en dernier le sang là comme ça. Ils portent des armures, comme quoi maintenant ils ont visiblement une armée qui les sert. D'ailleurs, je me demande d'où viennent franchement ces démons. Je sais qu'ils sont techniquement invoqués ou créés peut-être par la plupart des 10 commandements, de la même manière que les Albions ont été envoyés par je ne sais plus qui malheureusement. Je pensais à un moment donné que c'était grâce à Gloxinia, mais je me doute que ça soit plus le cas parce que Gloxinia était une fée, donc une fée créant un démon, bof quoi. Je sais bien une fée pervertie en démon, mais une fée même pervertie en démon créant des démons, c'est un peu bizarre. Mais ça. À la fin, donc, on voit justement certains guerriers qu'on avait vus donc dans le deuxième tournoi de Basel, donc qu'avait organisé donc Gloxinia et Delors, se présenter et s'opposer justement à la plupart des démons. Ici, on voit donc le samouraï qui est un samouraï, donc il a un kimono de samouraï, il a un sabre de samouraï, il a même la coupe de samouraï là avec la queue de cheval, là j'ai oublié sa natte là, il a même la brindille de samouraï, genre tu vois, le truc que même les cowboys parfois possédaient, tu vois. Enfin voilà, c'est vraiment l'archétype du samouraï qu'on nous présente ici. On n'a pas vraiment vu à l'œuvre ce samouraï, mais ici en tout cas il arrive à buter un monstre que par exemple Hauser et Glysander galéraient un peu à détruire. Bon, ils ont réussi avec l'aide de Hendrickson à se débarrasser du démon gris et du démon rouge, hein, mais là c'était impressionnant de voir que justement ce samouraï là est capable de détruire un tel démon quoi. Bref, donc j'imagine que les autres membres du tournoi qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas tellement exploité, genre le mec qui ressemblait à un suédois là, un peu nordique avec ses cheveux jusque là, on les a pas tellement vus. Pareil pour Guy Frost, on l'avait vite fait, mais il y avait un mystère, un truc comme ça avec Guy Center, mais on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu d'approfondissement dessus. Donc j'imagine que les chapitres qui vont venir vont nous montrer donc Arthur, donc on voit ici à la fin du chapitre rejoindre justement le samouraï. Arthur peut-être rechercher tous les guerriers et recréer une sorte de résistance, parce qu'on voit bien que tout le royaume est tombé, tout le monde a abandonné, sauf justement Arthur et les autres. Et je me demande d'ailleurs qu'est-il devenu des rois, tu vois. Genre le roi Bartra, qu'est-ce qu'il est devenu en royaume de Lyonnaise, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, il est pas resté dans son château. De la même manière que Camelot est tombé assez rapidement, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas forcément pris le royaume de Lyonnaise, tu vois? Logiquement, ça arrivait. Et qu'en est-il de Merlin? On l'a toujours pas revu depuis. Enfin bref, on n'a vu aucun détail. Mais ce serait vraiment drôle, et j'aimerais bien, comme ça, que Arthur, comme je dis, on le suive lui. On ne suit pas les autres Taizai, mais on le suit lui, et qui retrouve donc ses guerriers et font une nouvelle bande, tu vois. Bon, en soi, c'est un peu débile parce que tout le monde était réuni, d'un coup, tout le monde est séparé, pour mieux se réunir. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais on voit bien que Arthur est dispatché des autres, donc peut-être qu'il est à la recherche des autres, je ne sais pas. Maintenant, j'ai envie de répondre donc à une réponse à un petit commentaire comme ça par rapport au fait que Meliodas, soi-disant, si on a écarté l'histoire, c'est parce qu'il prenait trop de place. Non, je suis en fait pas d'accord avec ce genre de propos-là, parce qu'en fait, Meliodas, quand on remarque bien, il a été mis en avant que justement récemment en soi. Avant, c'était surtout Ban, King, qui était mis en avant en grande partie. Meliodas, lui, on l'a suivi à travers les autres personnages. Et puis, Meliodas, malheureusement, a le défaut d'être un personnage qui en sait trop depuis le début. C'est-à-dire, en gros, Meliodas a les clés de beaucoup de mystères. Mais on ne sait pas encore, il veut pas les dire. Bon, au début, c'est vrai qu'il a perdu la mémoire, mais par la suite, il les recouvre. En grande partie, il recouvre son pouvoir. Il est au courant de plein de trucs par rapport aux 10 commandements, mais il ne le dit pas. Et de ce fait-là, justement, tout dévoiler du passé de Meliodas, c'est un peu dévoiler toutes les intrigues et les mystères, justement, qui sont les enjeux de l'arc, tu vois. Qui représentent les enjeux de l'arc. Donc c'est un peu normal que les autres personnages sont un peu plus mis en avant que lui, ce qui fait qu'au final on a un personnage, et ça c'est un peu un problème que Nakaba Sensei j'imagine va devoir régler, mais qui réglera certainement avec le prochain arc, mais que Meliodas on sait un peu trop, et trop le mettre en avant c'est trop dévoiler vite les mystères. Et donc j'imagine que Meliodas et tous ces mystères seront révélés qu'un peu trop à la fin. Mais à la fin, putain, il n'y aura plus le temps pour lui de briller. Ok, vraiment, juste à la fin, quoi, tu vois. Donc entre temps, c'est les autres personnages qui sont mis en avant parce qu'eux, ils représentent des histoires accessoires et on va dire périphériques par rapport à l'histoire principale, mais qui sont tout de même plaisantes à voir. Ban, King, voilà, même Diane, allez, vite fait, pour ne citer que, tu vois. Même maintenant, Escanor récemment, tu vois. Donc même lui, on voit plus de trucs d'Escanor alors qu'il a apparu récemment que Meliodas qui est là depuis très longtemps. Donc, pour l'instant, mettre à l'écart Meliodas, pourquoi pas? Je veux dire, ça fait un plus gros comeback, genre, waouh, Meliodas est de retour, il va tout poutrer, parce qu'en soi, c'est vrai que d'un autre côté, on pourrait dire aussi, Meliodas, il a récupéré sa force, mais putain, regardez ce qu'il a fait à Dolor et Gloxinia. Dolor et Gloxinia se sont fait péter la gueule. Galan s'est aussi fait péter la gueule. Il aurait certainement pu péter la gueule d'autres commandements, tu vois, on n'en sait rien. Bon, c'est vrai que juste avant de se faire tuer, Meliodas a été malheureusement encerclé par les 10 commandements. Mais en 1 vs 1, Meliodas aurait certainement eu sa chance. Et c'est ça le truc, c'est que s'il y avait eu un affrontement comme ça, Meliodas aurait certainement juste pu les one-shot vite fait. Et ça aurait été un peu trop simple. De ce fait, Nakaba a décidé justement de mettre son personnage trop puissant de côté. Vous me direz, il y a Escanor. Mais le truc, c'est que Escanor n'est fort qu'à un certain moment ponctuel de la journée. Donc, il y a des manières justement de le neutraliser.
C'est-à-dire, je sais pas, lui empêcher de voir le soleil, de sentir le soleil, j'en sais rien du tout. Ou en tout cas, peut-être de ne le combattre que durant la nuit, tu vois. Donc il y a des stratégies à mettre en place pour Escanor, beaucoup plus que face à Meliodas, qui lui est un démon qui peut se régénérer. Voilà, il est constamment fort, il en sait beaucoup, il connaît les points faibles, j'imagine, des 10 commandements. Voilà, donc tu vois, plein de trucs qui font que l'auteur a pris une bonne décision, j'imagine, pour lui, dans son intérêt, de mettre Meliodas pour l'instant de côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc par rapport à ce chapitre. N'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire, éventuellement liker la vidéo si vous avez entendu des trucs intéressants, si vous-même vous avez kiffé le chapitre, c'est toujours bien. Mettez un commentaire donc par rapport à ce que vous attendez des chapitres suivants, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Voilà, ciao ciao. Zium.